Cédric est maître de conférences en sciences de l'éducation didactique de l'informatique à l'Université de Lille 3. Et il est membre du CIREL, qui est le Centre interuniversitaire de recherche en éducation, toujours à Lille. Chercheur en didactique de l'informatique et en sociologie des usages, il conduit des recherches à la fois sur les dispositifs scolaires de formation au numérique et à l'informatique et sur les usages personnels des enfants, adolescents et étudiants. C'est ça ? C'est bien résumé, merci. Oui, alors finalement, je vais faire une intervention qui va être assez différente, puisqu'on n'est pas du même domaine académique. J'ai bien conscience que ce dont je vais vous parler, c'est sans doute plus loin de vos préoccupations. Je vais quand même essayer de faire en sorte que ça puisse répondre à des questions qu'on se pose quand on s'interroge effectivement à cette histoire des inégalités numériques. Voilà. Donc, je suis effectivement en sciences de l'éducation avec une partie de mes travaux qui s'inscrivent en sociologie des usages. Et je voulais commencer, pour qu'on s'entende sur ce que c'est la culture numérique. J'avais défini en première approximation la culture numérique comme l'ensemble des valeurs, des connaissances, des pratiques qui impliquent l'usage d'outils informatisés, notamment les pratiques de consommation médiatique et culturelle, de communication et d'expression de soi. C'est-à-dire une acception plutôt anthropologique de ce que c'est la culture. Et bien évidemment, comme toute forme culturelle, cette culture numérique, elle présente des variations. Et quand ces variations mènent à des différences dans l'accès à l'emploi, au logement, etc., on peut les qualifier d'inégalités. Mon propos ici, c'est de vous donner un certain nombre d'éclairages sur ces inégalités, sur comment elles se forment, etc. Je vais commencer par quelques statistiques, mais vraiment très rapidement. Donc là, il va falloir s'accrocher un petit peu parce que je vais passer très vite. L'objectif n'est pas de vous abreuver de statistiques, d'autant que toutes ces statistiques, vous les avez publiquement, gratuitement. D'ailleurs, vous les avez citées tout à l'heure aussi. Là, je m'appuie sur une enquête du Crédoc de 2017. C'est vraiment pour fixer les choses. Déjà, on est sur des taux d'équipement de la population française qui sont extrêmement élevés pour l'ensemble des outils les plus communs. De téléphone mobile, on est à 94%, téléphone fixe, 86%, etc. Deuxième élément, on est sur des taux de croissance des équipements numériques qui sont très importants et même relativement inédits. Si on prend le temps qu'il avait fallu pour équiper la population en réfrigérateur, en voiture, etc., alors un taux que prennent les sociologues, parce que ça passe vraiment les premiers qui adoptent à une consommation un peu massive, c'est passé de 10 à 20%. Il fallait, pour tous ces produits-là, une dizaine d'années. On était sur ces temporalités-là. Là, vous voyez, pour les tablettes, les ordinateurs, alors les ordinateurs, c'était un petit peu plus long, mais les smartphones, les appareils photo, voilà, on est sur des taux extrêmement rapides. Premier élément. Alors, comment ça se distribue? Là aussi, je reprends ce qu'on trouve dans le même rapport du Crédoc. Alors, eux, ils prennent quatre grands critères qui sont un peu classiquement des critères où on peut voir apparaître des inégalités. L'âge, le niveau de diplôme, le fait d'habiter dans un foyer seul ou avec beaucoup de personnes, et puis le niveau de revenu. Il y a d'autres critères, par exemple la taille de la ville, etc. Vous en avez parlé, puis je pense que Margot reviendra sur ces éléments-là tout à l'heure. Alors, vous voyez que, en ce qui concerne, par exemple, l'accès à la téléphonie mobile, on est sur des répartitions finalement assez peu inégalitaires. Et je le dis parce que j'en parlerai tout à l'heure, on nous parle souvent des jeunes qui seraient des natifs numériques, qui seraient très différents des autres. Vous voyez, on est jusqu'à 70 ans au-delà de 90% d'équipement. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de 70 ans pour arriver à simplement les 3/4 qui sont équipés. Donc on n'est pas avec les jeunes qui font quelque chose et puis ça chute drastiquement immédiatement après. Si l'on parle du smartphone, pas seulement de la téléphonie mobile, mais du smartphone. Là, c'est nettement plus clivé, alors notamment sur l'âge et sur le fait d'avoir des diplômes. Mais vous voyez que là aussi,
ceux qu'on appelle classiquement les natifs numériques ne sont pas si différents de ceux qui sont avant eux et même de leurs parents en fait. C'est leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents qui seraient complètement différents. Donc vous voyez, là non plus, pas une rupture très nette. Le diplôme, bon ben voilà, on a effectivement le diplôme. Là, on est bien sur quelque chose qui, à l'heure actuelle, présente une forme d'inégalité. Ça fait partie depuis une quinzaine d'années du savoir commun que les problématiques d'équipement, c'est plus tellement ça qui clive les choses, c'est plutôt les usages. Hein. À partir du moment où on a accès, eh ben c'est qu'est-ce qu'on en fait. Là, vous voyez qu'on a des choses. Alors, j'en ai pris une là, c'est l'utilisation d'un logiciel type Skype ou MSN Messenger. Vous voyez que là aussi, on a des différences, que l'âge est un facteur très déterminant, le niveau de diplôme aussi, la taille du foyer. Alors, dans celle-là, ils ont mis aussi, vous voyez, la taille de l'agglomération. Bon, je vais m'arrêter là sur les statistiques, c'est juste pour dire, vous voyez, à la fois, il y a des différences, effectivement, en même temps, elles ne sont pas forcément exactement là où on les attendait. Vous voyez ? On va y revenir. Ah oui, j'appuie pas sur le bon bouton en fait. Voilà. Je vais découper le reste de mon propos en 3 temps. Déjà, je vais vous donner quelques éléments sur comment les inégalités face au numérique sont et ont été pensées depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Je vais revenir sur une des inégalités qui est la plus, qui fait couler beaucoup d'encre en tout cas, puis qui est celle qui moi m'intéresse beaucoup, c'est celle liée à l'âge, et notamment sur ces fameux natifs numériques. Et voilà, on va essayer de montrer ce que disent les recherches empiriques sur cette expression. Et puis je vais finir par un propos peut-être un petit peu plus engagé ou militant, dans un sens assez faible du terme quand même, sur le rôle de l'école, le rôle que l'école peut avoir pour résoudre ces inégalités numériques. Alors déjà, comment les inégalités ont été pensées ? Les travaux qui investiguent finalement ces différences d'usage ont longtemps été construites autour de la figure de la fracture numérique. Et une fracture, comme dans le sens médical, c'est quelque chose qu'il faut réduire. Et notamment, ça passait beaucoup, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, par des politiques publiques d'équipement et d'accès à Internet. Alors, ces discours-là, ils sont parfois un peu contradictoires parce que parfois, on nous dit que le numérique, c'est un moyen de résoudre les inégalités, par exemple en donnant accès à l'administration à des gens qui seraient loin, et parfois, on dit que le numérique, c'est la source de nouvelles inégalités. Alors, c'est peut-être un peu les deux, mais vous voyez, il y a dans les discours sur la fracture numérique, il y avait toujours un petit peu les deux. Moi, j'aime bien la manière dont Fabien Granjon pose la question, où il dit finalement, il y a eu trois manières de parler de ces inégalités numériques. La première manière, c'était ce qu'il a appelé les approches infrastructurelles, qui investiguaient les disparités numériques. Et c'était une manière de poser la question dans la continuité des perspectives qu'on appelle diffusionnistes, c'est-à-dire des perspectives qui se posaient la question de comment les technologies se diffusent. Vous voyez, comment on passe justement il y a des early adopters dans la nomenclature un peu usuelle, à une consommation de masse, comment des gens risquent, voilà. Comment ça se diffuse. À partir du début des années 2000, on a eu un certain nombre de travaux qui se sont centrés plus sur les questions d'accès social et de socialisation d'Internet. Par exemple, c'est dans cette veine-là que se situent, pour Granjon, les travaux de Hargitay. C'est la chercheuse qui a popularisé l'expression de Second Level Digital Divide, une fracture numérique de second niveau après celle des équipements. Et puis, les travaux dans lesquels moi j'ai envie d'inscrire les miens et qui sont apparus ensuite, ce sont les travaux qui vont traiter plutôt des formes d'appropriation dans une approche finalement plus anthropocentrée
Donc, où on ne se pose plus la question du point de vue des technologies, mais du point de vue de ceux qui se l'approprient en voyant les problèmes que ça leur pose, en voyant les effets à la fois individuels et collectifs, les effets en termes de pratique, en termes cognitifs, etc. Et ces approches cherchent à renouer avec des manières de poser la question qui ont pu être celles, par exemple, des travaux sur la sociologie des médias ou de la culture dans les perspectives de l'école de Francfort, dans les perspectives critiques qui ont pu exister. Mais vous voyez qu'un des problèmes qu'on a, c'est que la forme dominante des discours sur les inégalités numériques sont en fait des discours qui portent une forme d'individualisation des problèmes, c'est-à-dire de poser les problèmes en termes d'alphabétisation numérique, par exemple, de personnes qui sont alphabétisées ou qui ne sont pas alphabétisées, de compétences numériques. Voilà, on est compétent ou on ne l'est pas. Et une des manières, à mon sens, de dépasser ces discours-là, alors qui peuvent avoir leur utilité et leur efficacité, mais qui portent aussi en elles, qui portent en eux ces discours, le risque de renvoyer à une responsabilité individuelle de problématiques sociales, c'est, à mon avis, de parler en termes de littératie numérique. Les travaux qui parlent de littératie, donc de littératie numérique, qui s'inscrivent dans les travaux sur la littératie qui ont été initiés notamment par Jacques Goudy, d'une part, Brian Street, d'autre part, elles me semblent offrir un point d'appui à la fois conceptuel, à la fois méthodologique, précisément parce qu'elle ne pose pas la question de l'opposition entre des individus qui seraient littéraciés ou pas littéraciés, mais en termes de sociétés qui sont oralisées ou qui sont avec de l'écrit, ou de sociétés qui sont numérisées ou qui ne le sont pas, hein, c'est-à-dire de changer d'échelle finalement de raisonnement. Ça me semble particulièrement pertinent parce que la lecture, l'écriture, bref, la littératie au sens classique et le numérique ne s'opposent pas. Bien au contraire. Tous les discours qui pouvaient exister, notamment dans les années 60, sur le fait qu'on rentre dans une société de l'image, que l'écrit a peut-être fait son temps, etc., sont aujourd'hui, et je pense que là j'enfonce une porte ouverte, complètement obsolètes. On est dans une société où l'écrit a une place qui est extrêmement importante. Une illustration par un dessin comique, les parents qui disent à l'enfant oui, on peut lire ton blog, mais tu peux aussi nous raconter ce que tu as fait à l'école. Et évidemment, le ressort comique repose sur le fait que les enfants ne sont pas des individus qui écrivent moins que les autres. Au contraire, ils sont dans un univers, et y compris un univers communicationnel, avec un écrit extrêmement important. Je cite juste un chiffre qui est donné par André Tricot. Il rapporte que le temps moyen passé par un Américain à lire était de 1h46 minutes de lecture quotidienne dans les années 70, en 73, et on est passé aujourd'hui à 4h30, 3 fois plus. Et ils ont défini le temps de lecture comme, je crois que c'est supérieur à 1 minute. Hein, donc c'est pas lire sur mon paquet de pâtes que c'est des pâtes. Vous voyez, c'est une lecture un peu plus voilà. Donc on est dans une société où on lit, on écrit de plus en plus, et évidemment une bonne partie de cette lecture-écriture passe sur des supports numériques. Voilà. L'autre raison pour laquelle ça me semble particulièrement pertinent, c'est parce que, comme le dit Bachimon, le numérique, je vous ai peut-être mis la citation, voilà, je l'ai mis ici, le numérique est un nouveau support d'inscription qui a révolutionné nos sociétés en permettant d'aborder et de traiter tous les types de contenus. C'est-à-dire que finalement, le numérique est, pour reprendre le mot de Goudy, qui parlait de l'écriture, lui, c'est une technologie de l'intellect. Et finalement, c'est les effets de cette technologie sur la vie sociale et la vie cognitive qui peut être intéressant.
Alors, quelques mots sur les jeunes. Parce que c'est une des inégalités qui fait couler le plus d'encre. Il y a plusieurs manières de parler des jeunes et de leur culture numérique. Et la manière la plus courante d'en parler, c'est de raconter absolument n'importe quoi. Et c'est le cas notamment de tous les discours, alors vous avez vu que j'ai utilisé l'expression moi-même, qui s'organisent autour de l'idée de natif numérique. Alors, juste pour fixer les idées, cette expression a été forgée par Mark Prensky dans un article de 2001, qui est un article alors pour illustrer sa bonne fortune universitaire, en tout cas. C'est un article qui, dans Google Scholar, était hier matin cité 21 799 milliers fois, je sais pas comment on dit. Bref, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Cités par des sources académiques, hein, sans compter les sources médiatiques, les rapports institutionnels, etc. C'est un article qui ne contient strictement aucune donnée empirique. C'est une opinion, un avis de quelqu'un qui, en plus, cherchait à vendre des ressources pédagogiques et qui explique que les jeunes sont complètement différents des jeunes d'avant, et donc c'est pour ça qu'il faut acheter ces ressources pédagogiques. Voilà. Mais l'image a frappé, et donc elle a été reprise, mais voilà, cette idée qui irrigue finalement les discours n'a aucun fondement empirique. Par ailleurs, on peut remarquer que l'article a été écrit en 2001, avec l'idée que les jeunes sont maintenant dans un monde complètement différent du monde d'avant. Eh ben, le monde de 2001, Wikipédia a été créé en 2001, donc au moment où il a écrit son article, Wikipédia n'existait pas, Firefox n'existait pas, Facebook n'existait pas, YouTube n'existait pas, Twitter n'existait pas, etc. C'est-à-dire que finalement, même ces jeunes qu'il décrit comme eux, ils sont dans un monde nouveau, ils ont dû eux aussi immigrer dans un monde nouveau. Donc tout ça, ça devrait suffire à invalider complètement le recours à cette idée-là. On constate que ce n'est pas le cas, et on constate que au-delà de cette métaphore de Prensky, derrière, il y a une manière de parler des usages du numérique. Et cette manière, on la retrouve par exemple dans l'ouvrage de Michel Serres, Petite Poussette, qui nous offre un conte merveilleux, qui imagine, et alors là, en dehors de toute contingence socio-politico-économique, qui imagine des nouvelles générations qui seraient générées par les technologies numériques, qui seraient libérées de l'école, dont la transmission deviendrait inutile parce que le savoir est là. Bon. On est dans un mode de pensée complètement déterministe, c'est-à-dire où c'est finalement ce sont les évolutions technologiques qui changent la société. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Ce n'est pas celle que je porte et c'est pas celle de la majorité des chercheurs. Alors justement, qu'est-ce que disent les chercheurs? La plupart des recherches empiriques qui portent sur les usages des jeunes nuancent, voire invalide complètement l'idée que les jeunes générations seraient homogènes et seraient très différentes des générations précédentes. Par exemple, j'en donne un exemple, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, une étude de Gire et Granjon de 2012 qui étudiait les 15-24 ans. Donc à l'époque, c'était vraiment les natifs numériques de l'époque de leur enquête. Et ils ont établi 5 profils différents. Ça va des screenagers qui sont effectivement très engagés dans la télévision, etc., aux no-TV qui sont alors plus de profils socio-culturels favorisés et plus voilà, et qui eux refusent la télévision et sont plus engagés sur d'autres écrans. Mais en tout cas, vous voyez une diversité des modes d'usage que masque complètement l'expression natif numérique qui a tendance à homogénéiser une génération et à l'opposer aux autres. Une autre manière de le dire ou de le montrer, quand on interroge les adolescents sur ce qu'ils pensent d'Internet, du numérique, etc., on est parfois très surpris. On a, alors c'est ici un exemple issu de l'ouvrage de Anne Cordier, Grandir connecté,
un collégien qui lui dit Internet, j'aime pas, mais alors quand je dis que j'aime pas, c'est pas du tout, je trouve ça nul. On a des collégiens qui disent les adultes pensent qu'on est tous des hackers, pas du tout, pas du tout. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement ce regard que les adultes portent sur les jeunes les met dans des situations parfois paradoxales. Ça, c'est Anne Cordier le montre très bien, avec à la fois on surévalue leurs connaissances ou leurs compétences et eux se sentent parfois en décalage par rapport à ça, disent mais moi je ne sais pas ce qu'on pense que je sais, et à la fois on a l'image de jeunes qui prennent des risques, qui mettent leur compte, leur numéro de carte bleue ou le numéro de carte bleue de leurs parents sur Internet sans réfléchir, et c'est pas ça non plus. Et donc finalement ils se reconnaissent ni dans une des images ni dans l'autre qu'on leur présente, et ça peut les mettre en difficulté. Alors je vais finir sur l'école, parce que l'école, elle n'est pas seulement confrontée à la culture numérique des jeunes, et à une culture numérique qui de fait est hétérogène, hein, contrairement à ce que dit l'image des digital natives, mais l'école, elle a aussi sans doute un rôle à jouer dans la réduction des inégalités. La question c'est comment ? Est-ce que l'école doit détecter des compétences qui sont nécessaires aux citoyens ou aux futurs salariés et former à ces compétences? C'est-à-dire, est-ce que l'école doit avoir un rôle quelque part utilitariste avec la question qui décide? Est-ce que c'est Renault et Toyota, je pense à Toyota puisque je viens du Nord-Pas-de-Calais, hein, mais est-ce que c'est Toyota qui doit décider de quelles doivent être les compétences des jeunes qui vont sortir des lycées généraux ou professionnels? Ou est-ce que l'école a une vocation de formation à une culture plus générale, c'est-à-dire que l'école peut et doit définir ses contenus, non pas simplement par l'aval, à quoi ils servent, mais par une réflexion sur, plus généralement, d'où les savoirs viennent, lesquels sont importants dans notre société, etc. Moi, c'est en tout cas, vous l'avez compris, la vision que je porte et que j'ai envie de défendre. Alors, c'est pas une vision qui est du tout nouvelle, puisque Michel Mirabeau, par exemple, dans les années 90, parlait de la culture informatique, en disant que posséder une culture informatique, c'est pouvoir agir le moment venu en homme averti, compétent, responsable, c'est être capable de penser concrètement par le choix. Et à l'époque, c'est un texte très intéressant aujourd'hui, justement parce que avec le décalage entre ce qu'il dit et les discours actuels, où il oppose finalement la culture technique et informatique à l'humanisme classique, en déniant finalement le droit de l'humanisme classique de dire que eux seraient les seuls porteurs d'une vraie culture, vous voyez, d'une culture qui ne serait pas contingente des innovations technologiques ou du dernier ordinateur qui est sorti. Et dit non, il y a une culture technique et scientifique. Et c'est une idée que plus récemment a repris Jean-Louis Martinand. Alors, avec une définition de la culture que j'aime beaucoup, que je vous livre, que je partage avec vous, il dit finalement une culture, toute culture, y compris les cultures classiques, c'est une technicité valorisée et partagée. Voilà. Moi, c'est un truc qui moi, me frappe beaucoup. Et du coup, Martinand part de là pour dire finalement à quoi doit ressembler et pourquoi il est important d'avoir une culture scientifique et technique. Hein, dont fait partie une culture informatique ou numérique. Et il donne, et ce sera ma dernière diapo, il donne, oui, je suis encore de l'ancien monde, je parle encore en diapo, il donne 4 ordres de raison. Déjà de donner l'occasion et les moyens d'une familiarité pratique avec des objets, des phénomènes, des processus, des dispositifs. Vous voyez, les méthodes de travail des scientifiques, par exemple, c'est important que les citoyens aient accès et une connaissance de ces méthodes de travail. Il dit c'est aussi un moyen de mesurer la diversité du monde. Et dans scientifique et technique, il pense à la fois au monde naturel et au monde artificiel. C'est enfin rencontrer et connaître ce qui fait partie du patrimoine universel et quelque part comment est-ce que les hommes ont su
que la Terre était ronde. C'est autant de la culture que la Joconde ou les pyramides. Voilà, c'est de la culture scientifique, mais ça fait partie de notre patrimoine commun. Et puis enfin, et c'est un aspect qui d'un point de vue citoyen est extrêmement important, c'est la possibilité d'interpeller les experts. Vous voyez, comment est-ce qu'on est capable, nous citoyens, d'avoir une opinion sur le logiciel libre? Et ce matin, j'étais peut-être dans une réunion où des collègues étaient pour le logiciel libre, d'autres s'en moquaient un petit peu. Voilà, mais en tout cas, on a une discussion. Mais comment on peut avoir un avis sur ça si on ne sait pas ce qu'est un logiciel libre? C'est-à-dire que, par exemple, si on pense qu'un logiciel libre est un logiciel gratuit, vous voyez, Google, c'est gratuit, bon, c'est pas libre. Bon, ben alors qu'est-ce que c'est un logiciel libre? C'est un logiciel dont le code source est libre. Ah oui, mais alors qu'est-ce que c'est un code source? Vous voyez, et c'est là qu'il y a besoin de connaissances et d'une culture, y compris technique, pour être capable d'intervenir dans les débats politiques et citoyens. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre attention. Mercredi à Nantes, Jean-François Lucas nous mettait en garde contre une hiérarchisation implicite des usages d'Internet par rapport à ce que vous disiez sur la littératie et les compétences d'écriture et de lecture. Et il disait effectivement, intuitivement ou implicitement, on considère que lire Wikipédia, c'est beaucoup plus valorisant qu'aller sur Facebook ou que de jouer à un jeu vidéo. Et Pascal Plantard nous expliquait à contrario que les gamers en ligne étaient plus souvent associés à des très bons résultats scolaires. C'est un peu paradoxal parce que précisément ils sont dans des milieux sociaux où on peut jouer en ligne et où on est aussi peut-être plus favorisé. Bon, donc et ça nous amenait ça a amené en tout cas Jean-François Lucas à mettre en avant plutôt l'idée de style d'usage différent plutôt que d'inégalité ou de fracture numérique, de style d'usage différent du numérique. Est-ce que c'est une notion que vous utilisez, cette notion de style d'usage du numérique? Alors, moi, dans certains de mes travaux, j'avais plutôt utilisé le terme de genre d'usage, un peu par référence, que je suis dans un laboratoire de didactique avec notamment des didacticiens du français qui parlent de genre de texte. Voilà, donc un peu de la même manière, mais effectivement, c'est plutôt ces approches-là qui vont essayer de voir la diversité des usages possibles plutôt que de chercher, vous voyez, la fracture. Ou, voilà, je crois que le terme de fracture, de toute façon, plus personne ne l'utilise aujourd'hui. Enfin, c'est très rare. Mais justement parce que, mais on le voyait bien tout à l'heure, on voyait un continuum. Et on est plus dans ces idées-là. Et le continuum, eh ben, il ne passe pas sans doute de la même manière chez tous les gens. C'est-à-dire que certains vont avoir du mal à faire certains types de choses, mais vont être très engagés dans d'autres. Voilà. Et on a plutôt des grandes typologies plutôt que des grandes oppositions, quoi. Et Nicolas, est-ce qu'il y a un enseignement qu'il faudrait introduire dans l'école primaire, secondaire ou supérieure pour favoriser la participation et les usages participatifs du numérique? Alors, je ne suis pas didacticien, mais moi, j'avais l'impression qu'au collège, l'enseignement de ce que moi j'ai eu, qui s'appelait technologie, donnait maintenant une large place, en fait, à la dimension un peu de code, mais aussi d'usage. Et je me souviens avoir appris à taper sur un clavier dans ces cours de techno il y a beaucoup trop d'années. Mais moi, j'ai aussi, pour parler de disciplines que je connais à l'université, donc en l'occurrence la géographie et l'aménagement de l'urbanisme, pour le coup, cet univers technique, il prend de la place de façon importante, quoi. Et même, parfois, je dois même vous avouer que j'ai fait partie dans les collectifs dans lesquels j'étais, dans les départements, les facultés, de ça, les instituts, des gens qui disaient, attention, peut-être qu'on peut aussi se détacher de cette fascination pour l'outil technique, et donc cette fascination pour le système d'information géographique ou pour tous ces logiciels, et se dire que à l'université, à l'école, on est aussi là pour questionner le sens, la finalité. Donc moi, j'ai l'impression quand même qu'à l'université, en tout cas sur les métiers de la ville et de l'urbain, on a fait un grand pas. Et parfois, j'ai même l'impression qu'il est trop important. Oui, je voulais juste réagir à la question que tu posais concernant est-ce que finalement les dispositifs de type class code, etc., qui sont à la marge de l'institution scolaire, touchent plutôt des publics aisés ou pas. Il y a depuis un an un dispositif de grande école du numérique qui s'est mis en place à l'initiative du gouvernement dans les plans d'investissement d'avenir et qui a pour
idée de répondre à, disons, de former au numérique, au code notamment, et à d'autres formes de travail numérique, disons liées aux technologies numériques, des personnes éloignées de l'emploi. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment dans la perspective justement d'employabilité des personnes. Alors c'est bien, ça touche bien. L'idée, c'est bien de toucher des personnes donc de milieux plus défavorisés, mais non pas pour leur ouvrir la porte, ou disons pas toujours, pour leur ouvrir la porte vers un monde d'une culture numérique qui les éclaire sur des dimensions citoyennes, sur le sens de la société numérique aujourd'hui, mais plus vraiment sur des questions d'employabilité, de compétences techniques qui vont permettre de répondre à des difficultés de recrutement dans des personnes notamment peu qualifiées, dans des emplois peu qualifiés du numérique. Oui, ça nous ramène à un vieux débat sur, par exemple, la différence entre apprendre les techniques de bureautique et apprendre Word, qui sont évidemment deux choses différentes. Et l'éducation nationale a souvent privilégié la deuxième option avec des contrats avec des grandes sociétés. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Margot, qui l'a déjà prise. Donc, Margot Beauchamp, qui... Ah, pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. J'avais une petite question un peu bête, mais moi, ce qui me marque... c'est dans les chiffres là, que tu présentais, on voit quand même que tout ça va extrêmement vite. On peut imaginer que la contrepartie, c'est qu'il y a quand même une appétence extrêmement forte. Et on la voit chez jeunes, hein, rien n'est toujours universel. Et en fait, je voulais savoir si on pouvait partager une espèce d'explication, mais d'où vient cette espèce d'appétence ou fascination qu'on a quand même tous pour le numérique. Peut-être prendre le temps de réfléchir. J'ai pas de réponse qui me vient là. Non, je vais dire des bêtises.